voici donc rendu à ce segment que j'ai un malin plaisir à préparer chaque semaine. Il s'agit bien sûr de la gamique de marde. Cette semaine, dans la gamique de marde, je vous parle de définitivement du plus grand, delta entre un gars qui est devenu big dans le monde de la lutte, mais qui a commencé avec les pires gamiques de marde que vous pouvez pas vous imaginer. Je parle ici, bien sûr, de Kevin Nash, que vous avez connu sous son nom, en fait, Kevin Nash, à l'époque de la NWO, mais préalablement dans la WWE, il portait le nom, évidemment, de vous l'avez connu sous le nom de Diesel, plutôt, dans la WWE, et par la suite, Kevin Nash, bien sûr, dans la WCW et la NWO, évidemment. Par contre, préalablement à ça, il y a eu, 3 gamiques de marde absolue. Là, écoute, ça n'a aucun espèce de bon sens. En fait, quand il a commencé à la WCW, Kevin Nash faisait partie d'un tag team qui s'appelait, puis là, je vous le dis, là, ça n'a aucun sens, là, les Master Blasters, OK? Il y avait un Mohawk jaune-orange, puis il s'appelait Steel. Il y a eu différents partners, puis tout ça, puis je vous le dis, c'est même pas... j'en parle même pas parce que ça se qualifie même pas comme une gamique de marde. C'est vraiment... Il aurait fallu que ça s'appelle... gamique insipide. Écoute, ça avait aucun bon sens. Mais par la suite, c'est en 90-91. En 91, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coïncide presque exactement avec l'achat de la WCW par nul autre que Ted Turner, à qui l'on doit bien sûr l'ancien propriétaire des Braves d'Atlanta, CNN et ainsi de suite. Donc un gazilliardaire qui est un tripeux de lutte et dont les fondements de son empire ont été construits de son propre aveu sur la lutte, en fait, sur une chaîne qui vient d'Atlanta, qui s'appelait à l'époque, et qui existe encore, je crois, qui s'appelle TBS. Turner Broadcasting System. À 6h05, tous les samedis, il y avait de la lutte, puis c'était un de ses programmes les plus écoutés, puis c'était un des programmes dans lesquels la pub se vendait le plus cher. Donc, Ted Turner, propriétaire de la WCW, Ted Turner achète les droits de diffusion du film, du grand classique Wizard of Oz, évidemment. Puis il décide d'utiliser sa nouvelle bebelle, qui est la WCW, pour promouvoir le fait qu'ils vont diffuser le film sur leur zone et qu'ils sont maintenant propriétaires des droits de diffusion de ce film-là. À qui on pense pour faire tout ça? On pense à Kevin Nash, un gars legit, presque 7 pieds, puis écoute, avec une charpente là, qui va avec, puis tout ça. Kevin Nash, un ancien joueur de basketball collégial. Fait que c'est le gars tout indiqué pour ça. Mais là, imaginez-vous Kevin Nash. Là. Le Kevin Nash que vous avez connu sous le nom de Vin Diesel. De Vin Diesel. Il doit penser à moi, Vin Diesel. De Diesel. Donc, c'est ça. De Diesel, de Kevin Nash dans la NWO. Il y a eu différents passages par la suite après l'achat de la WCW par la WWE dans la WWE au tournant des années 2000. Il a fait une coupe de run aussi dans TNA. Bon, c'est une figure très connue. C'est une légende, là. N'ayons pas peur de le dire. Même si c'était pas le plus grand worker avec ses 7-8 moves, là. Donc, imaginez-vous ça. Là. Puis vous allez tout voir ça. De toute façon, c'est la page Facebook du Carré Rond. Une cape verte presque vert lime. Puis un masque de... Regarde, la seule analogie que je suis capable de vous faire, c'est genre Gandalf. OK? Après ça, imaginez-vous donc que son manager, c'était le légendaire Kevin Sullivan, qui est, lui-ci, qui est beaucoup plus petit que lui, genre 5 et 8, qui a le même genre de cochonnerie d'en face, genre masque son masque qui ressemble à celui que Oz a, donc Kevin Nash. Puis la toune de marbre que vous entendez dans le background de ce segment, ça n'avait aucun espèce de bon sens. Pendant quelques combats, ce qu'ils ont fait, c'est que tout le monde a jobé contre lui. Son finishing move, là, je sais pas si vous vous souvenez du move de
de Razor Ramon ou de Scott Hall, là, son grand chum. Il appelait ça le Razor's Edge, c'est qu'il prenait le gars comme à l'envers, il le levait au-dessus de lui par les épaules alors qu'il était comme un peu dos à dos avec lui avant de le lever. Puis là, ben, il se laissait tomber avec lui, puis ça faisait une espèce de slam là, que son adversaire tombait ses épaules. Ben, Kevin Nash faisait un peu la même affaire, sauf que il faisait tourner dans les airs avant que le gars tombe sur le dos. Donc, son move était quand même pas pire, mais bon, écoute, là, ça aurait pas été un move qu'il aurait pu faire avec nécessairement tout le monde non plus. Il aurait probablement pas pu faire ça avec un gars de 350 livres. Fait que ça a fait en sorte que, comme je vous disais, ils ont fait jobber un paquet de monde contre lui. Et après ça, donc, il commencé à monter sa carrière, ben pas sa carrière, mais sa fiche, puis tout ça. Puis, ça a coïncidé aussi avec le fait qu'à un moment donné, ils ont demandé à Kevin Nash, donc à Oz, de renégocier son contrat à la baisse pour lui garantir juste 300$ par soir comme garantie de salaire. Toujours dans le but de sauver des coûts. Là, la WCW, à cette époque-là, c'est évident que des gamiques de marde de même, que ça allait pas très bien. Fait que c'est là qu'il a dit regarde, là, moi, t'oublies ça, je veux plus rien savoir, surtout que j'ai l'air d'un hostie de cave là, avec la gamique que vous m'avez donnée. Fait que, finalement, dans tout cet exercice d'économie de coûts-là, ils ont décidé de quand même conserver Nash à cause de son size, à cause de tout ça, puis ils ont dit on va te garder, puis on va te trouver une nouvelle gamique. Fait que ça a fait en sorte que, imaginez, la gamique avec laquelle ils sont arrivés par la suite, c'était un autre gamique de marde dont on va probablement parler éventuellement, mais que je pourrais peut-être vous montrer aussi sur la page du Coréron. C'est Vinny Vegas. Donc, on part des Master Blaster, après ça de Oz, après ça Vinny Vegas. Fait que de 90 à 93, 3 gamiques de marde consécutives pour un gars de 7 pieds qui est devenu pas tellement longtemps après ça le champion de la WWE. Fait que ça vous donne une idée à quel point la WCW au début des années 90 et suite à l'achat par Ted Turner, c'était de la marde. Là, t'sais. On parle là, d'une espèce de trou noir où toutes les potentielles idées créatives n'existaient carrément juste pas. D'ailleurs, il y a plusieurs des gamiques, de toute façon, que je vous ai présentés d'un gamique de marde qui viennent de cette époque-là. Tu sais, je pense à Giant Gonzalez, dont on a parlé précédemment, là, Jorge Gonzalez, qui avait lui aussi eu des gamiques de El Gigante, qui était une gamique de marde. Même chose avec un saut sans allure, puis, tu sais, je sais pas si c'est le propre des gars de 7 pieds d'avoir des gamiques de marde, mais pauvres eux autres. Fait que, sans faire nécessairement toute l'histoire de Kevin Nash, parce qu'écoute, il est encore actif à la limite aujourd'hui, ben, ça a amené, en fait, Kevin Nash est un grand chum de Shawn Michaels, ça a amené Kevin Nash à la WWE en 93, et toute l'historique et l'histoire qu'on connaît à ça, jusqu'à un point culminant qui aura été, si je ne m'abuse, WrestleMania 11, et c'est à ce moment-là que, puis même, je suis pas certain que c'était WrestleMania 11 qui est devenu champion, mais de toute façon, il est devenu champion par la suite, en fait, suite au passage là, de Bret Hart, puis s'en sont suivis quelques échanges de ceinture, aussi avec Bret Hart, évidemment, puis Shawn Michaels, qui a mené, le tout menant vers évidemment, le bien connu Montreal Screwjob. Fait que c'était la gamique de marde de cette semaine. Encore une fois, la WCW qui se surpasse en préparant, ou en tout cas en concoctant une gamique complètement ridicule pour un lutteur qui est devenu un main eventer dans la WWE par la suite. Un autre cas classique qui démontre que Vince McMahon, s'il n'y en a pas deux comme lui, puis il voit le potentiel auprès de certains performers qu'aucune autre fédération ne voit. Donc, désolé Kevin Nash, j'ai bien aimé tous tes autres personnages, mais Oz, c'était vraiment une gamique de